Édouard, connu sous le nom d'Édouard Longuejambes en raison de sa grande taille, et le marteau des Écossais pour ses campagnes impitoyables en Écosse, demeure l'un des monarques les plus redoutables de l'histoire anglaise. Pour les Anglais, il est immortalisé comme un héros vaillant, administrateur des lois, roi guerrier, mais pour beaucoup d'autres, il est méprisé comme un tyran d'une cruauté sans égale. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu Édouard dans le film Braveheart, mais aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de toute sa vie. Avant de monter sur le trône, il était connu sous le nom de Lord Édouard, en tant que fils aîné du roi Henri III. Dès l'enfance, il a été impliqué dans les intrigues politiques du règne de son père. En l'an 1270, il s'est lancé dans la 9e croisade, souvent appelée la croisade de Lord Édouard. Dans les sables arides de la Terre Sainte, il s'est affronté aux redoutables Mamelouks égyptiens et à la dynastie Bari. Il a survécu à des tentatives d'assassinat de la part d'organisations peut-être empreintes de mythes, renforçant ainsi sa réputation de guerrier aguerri et élargissant sa compréhension du monde connu. Les conquêtes d'Édouard ne se sont pas arrêtées là. Il a conquis le pays de Galles et, à la suite de la mort tragique de l'héritier écossais, il a été appelé à arbitrer un conflit de succession houleux. Saisissant l'occasion, il a affirmé son autorité féodale sur l'Écosse, ce qui a conduit à la première guerre d'indépendance écossaise. Longshanks imposait le respect aussi bien en tant que soldat qu'en tant qu'administrateur avisé, un homme de foi profonde qui inspirait la crainte à ses adversaires. On lui attribue des réalisations monumentales, comme le rétablissement de l'autorité royale après le règne tumultueux de son père et l'établissement du Parlement en tant qu'institution permanente. Cependant, son héritage est entaché par des accusations d'opportunisme et de cruauté, notamment dans ses relations avec le pays de Galles et l'Écosse, reflétant une mentalité coloniale qui s'est même étendue à l'Irlande. Dans les annales de l'histoire, Édouard Longuejambes demeure une figure complexe et polarisante, incarnant à la fois la puissance et les ambiguïtés morales d'une époque définie par la conquête et le conflit. Voici son histoire. Édouard est né au palais de Westminster en l'an 1239, fils du roi Henri III et d'Aliénor de Provence, issu de la maison Plantagenet. Héritier de grandes promesses, Édouard portait un nom anglo-saxon qui avait largement disparu de l'histoire depuis la conquête normande. Pourtant, son père, animé d'une profonde révérence pour Édouard le Confesseur, choisit de donner ce nom à son premier-né, honorant ainsi l'héritage du saint. La naissance d'Édouard fut célébrée. Il y eut beaucoup de joie dans toute la cour royale, qui résonna à travers le royaume d'Angleterre. 3 jours plus tard seulement, le jeune prince fut baptisé dans les salles sacrées de l'abbaye de Westminster. Une cérémonie empreinte de splendeur. Dans les années qui suivirent, il fut affectueusement appelé Lord Édouard, un titre qu'il porta avec grâce jusqu'à ce qu'il monte sur le trône en l'an 1272. L'éducation d'Édouard reflétait celle d'un garçon aristocratique de son époque. Il apprit les arts de la guerre et de l'administration, bien qu'il ait été décrit comme un enfant maladif, luttant contre la maladie en 1246, 1247 et 1251, mais il surmonta ses premiers défis, devenant une figure d'une force et d'un athlétisme redoutable. Mesurant un impressionnant 6 pieds de 2 pouces, il dominait la plupart de ses pairs, gagnant le surnom de Longuejambes, un hommage approprié à ses longues jambes. Dans sa jeunesse, Édouard avait des cheveux bouclés d'un blond éclatant, qui s'assombrirent avec l'âge avant de devenir blancs dans ses dernières années. Ses traits, bien que saisissants, étaient entachés par une paupière gauche tombante, un léger défaut sur un visage autrement imposant. Malgré un léger aisément, son éloquence et la force de ses discours captivèrent son entourage, le désignant comme un chef promis à un grand destin. Ainsi commença la saga d'Édouard, un prince dont le parcours résonnerait à travers les âges. En l'an 1254, alors que l'inquiétude grandissait face à une possible invasion castillane de la province de Gascogne détenue par les Anglais,
le roi Henri III organisa une union politiquement avantageuse entre son fils Édouard, âgé de 15 ans, et Éléonore, demi-sœur du roi Alphonse X de Castille, âgé de 13 ans. Leur mariage, une alliance stratégique, eut lieu le 1er novembre de l'an 1254. Cette union mènerait finalement à la revendication anglaise sur le Ponthieu en l'an 1279, lorsque Éléonore hérita du comté. La même année que leur mariage, Henri accorda à Édouard d'importantes dotations, incluant les territoires de Gascogne et une grande partie de l'Irlande, une revendication sans précédent qui affirmait la domination sur l'Irlande, l'alliant à jamais à la couronne anglaise. De plus, Édouard reçut de vastes terres au pays de Galles et en Angleterre, y compris l'illustre comté de Chester. Cependant, cette générosité était assortie de conditions, car Henri conserva un contrôle considérable sur ces terres, en particulier en Irlande, en tirant la majeure partie de leurs revenus pour lui-même. Cette répartition du pouvoir a créé la discorde. Entre les années 1254 et 1272, 11 justiciers différents furent nommés pour superviser le gouvernement de l'Irlande, favorisant un cycle de conflits et d'instabilité avec une corruption endémique qui gangrenait l'administration. En Gascogne, le lieutenant royal Simon de Montfort, 6e comte de Leicester, avait été nommé en l'an 1253, tirant des revenus de la province et laissant Édouard dépourvu d'autorité et de ressources. Fin novembre 1254, Édouard et Éléonore voyagèrent de Castille en Gascogne, où la population locale les accueillit chaleureusement. De l'an 1254 à 1257, Édouard se trouva sous l'influence de la parenté de sa mère, les Savoie, une illustre dynastie italienne. Parmi eux se trouvait le notable Pierre II de Savoie, l'oncle de la reine, affectueusement surnommé le Petit Charlemagne, qui possédait d'importants domaines dans le Sussex. Après l'an 1257, les allégeances d'Édouard se rapprochèrent davantage de la faction louisiane, une noble maison d'origine française qui avait régné sur diverses principautés à travers l'Europe et le Levant. Ce groupe comprenait les demi-frères de son père Henri, trois notamment dirigés par Guillaume de Valence. Cette association fut déterminante, car les deux factions, étrangères mais privilégiées, suscitaient le ressentiment de l'aristocratie anglaise établie qui allait bientôt occuper le devant de la scène dans le mouvement de réforme baroniale des années à venir. Ainsi la scène était prête pour Édouard, un prince pris entre les allégeances et les courants d'un royaume en pleine évolution. En mai de l'an 1258, une coalition de magnates s'est réunie pour rédiger un document crucial visant à réformer le gouvernement du roi, connu sous le nom de Provision d'Oxford, un manifeste largement dirigé contre la puissante faction louisiane. Édouard, fidèle à ses alliés politiques, s'opposa à ces réformes. Pourtant, à mesure que le mouvement parvenait à limiter l'influence de Louisiane, la position d'Édouard commença à évoluer. En mars de l'an 1259, il conclut une alliance officielle avec l'un des principaux réformateurs, Richard des Clercs, 6e comte de Gloucester. Puis, le 15 octobre, il déclara publiquement son soutien aux objectifs des barons et à leur chef, le comte de Leinster. Ce changement d'allégeance d'Édouard était peut-être motivé par des raisons pragmatiques. L'influence du comte de Leinster pouvait soutenir les ambitions d'Édouard en Gascogne. Peut-être s'est-il rangé du côté de ceux qui semblèrent destinés à triompher, que ce soit par l'influence de l'opinion publique ou par la force des armes. Lorsque le roi Henri partit pour la France en novembre, l'attitude d'Édouard devint ouvertement provocatrice. Il nomma des personnages clés pour faire avancer la cause des réformateurs, ce qui poussa son père à soupçonner une trahison. Au retour d'Henri de France, il se détourna d'abord de son fils, mais une réconciliation fut finalement obtenue grâce à l'intervention de Richard de Cornouailles et de Boniface, l'archevêque de Cantorbéry.
Peu de temps après, Édouard fut envoyé en France où, en novembre de l'an 1260, il retrouva la faction louisienne en exil. Cependant, de retour en Angleterre, les premiers mois de l'an 1262 virent Édouard s'opposer à certains de ses anciens alliés louisiens sur des questions financières. L'année suivante, le roi Henri lui confia une campagne au pays de Galles, marquant la première expérience d'Édouard au combat contre le célèbre prince gallois Llywelyn ap Gruffydd. Pourtant, le destin en décida autrement, et les forces d'Édouard se retrouvèrent assiégées dans le nord du pays de Galles, n'obtenant que des résultats maigres face à cet adversaire résilient. La voie d'Édouard Longuejambes semblait toujours perdue. Il était éloigné de son père, tentait d'établir sa propre autorité politique et de se faire des alliés, tout en prouvant qu'il était un commandant de bataille compétent. En même temps, le mécontentement grandissait parmi les barons d'Henri III, attisés non seulement par la gouvernance du roi, mais aussi par le présage d'une famine généralisée qui hantait le royaume. Parmi ces barons se trouvait Simon de Montfort, comte de Leicester, un homme autrefois considéré comme un intrus étranger, méprisé pour ses liens avec le conseil étranger d'Henri. Simon hérita du titre anglais par sa mère, et il épousa également avec audace la sœur du roi Henri, Éléonore, avec la bénédiction du roi, mais sans l'approbation nécessaire des barons anglais. Cet acte déclencha bientôt une rivalité féroce entre Simon et le roi, qui fut influencée par l'indignation de ces barons. Beaucoup de barons craignaient que Henri ne suive la voie perfide de son père tristement célèbre, le roi Jean, et se sentirent obligés de le freiner. Dans ce climat turbulent, Simon de Montfort s'imposa comme un défenseur du rétablissement de la Magna Carta, une charte royale qui promettait la sauvegarde des droits de l'Église, la protection des barons contre l'emprisonnement illégal, une justice rapide et impartiale, ainsi que des restrictions sur les paiements féodaux à la couronne sous la gouvernance d'un conseil de 25 barons. Sous une immense pression, Henri fut contraint de prêter serment de convoquer un grand conseil, un parlement tous les 3 ans, pour superviser les affaires du royaume. Désespéré de retrouver son autorité, Henri chercha le soutien du roi Louis IX de France en l'an 1259 par le traité de Paris, dans lequel il accepta de renoncer aux terres perdues depuis l'an 1202. En l'an 1261, il obtint une bulle papale qui l'absolvait de son serment envers les barons, ravivant ainsi ses ambitions de reprendre le contrôle. En réponse, l'opposition baroniale convoqua son propre parlement, cherchant à prendre le contrôle de la gouvernance locale. Cependant, face à la possibilité d'une guerre civile, ils se sont retirés. De Montfort s'est enfui en France, tandis que Richard de Clare a de nouveau prêté allégeance au roi. En avril de l'an 1263, Simon de Montfort est revenu en Angleterre, rassemblant un conseil de barons rebelles à Oxford. Les tensions ont dégénéré en violence dans les marais gallois, et à l'automne, les deux factions avaient rassemblé des armées redoutables. De Montfort a marché sur Londres, provoquant une rébellion qui a piégé le roi et la reine dans la tour de Londres, les prenant en captivité tandis qu'il prenait le contrôle effectif du gouvernement au nom d'Henri. Pourtant, la fragile coalition de soutien s'est vite fracturée, permettant à Henri de retrouver sa liberté. Alors que le chaos se répandait et que la menace d'une guerre totale planait, le roi Henri, humilié et plein de colère, se tourna vers le roi Louis de France. Après une hésitation initiale, de Montfort consentit. En janvier de l'an 1264, les Mises d'Amiens, un accord où le roi Louis était le médiateur entre le roi Henri et les barons, virent Louis favoriser Henri. Alors que certains barons acceptèrent ce verdict, une faction plus radicale, menée par de Montfort, se prépara à résister à toute tentative de réaffirmation du pouvoir royal. Ainsi, les deux camps se préparèrent à l'imminence d'une tempête de guerre. Le pays allait sombrer dans la guerre civile et Simon de Montfort,
contrôlant Londres, rassembla ses forces à St Albans et marcha pour secourir Northampton qui était assiégé par les royalistes, mais il arriva trop tard pour empêcher la prise de la ville par trahison. Il se rendit dans le Kent et assiégea la forteresse royale du château de Rochester. Mais ayant entendu des rapports sur une avancée royale vers Londres, il retira la majeure partie de ses forces du siège pour faire face à cette menace. Alors qu'Henri pénétrait dans le Sussex, il se retrouva confronté à l'infatigable Simon de Montfort, qui avait rassemblé ses forces depuis Londres et se lançait à sa poursuite. Cette confrontation mena à la bataille féroce de Loos. Lord Édouard, ayant fait son choix décisif, se tint résolument aux côtés de son père pendant la guerre des barons. L'armée royaliste, presque 2 fois plus nombreuse que celle de Montfort, se préparait à l'affrontement. Au cœur de cette bataille, Henri commandait le centre, flanqué de son fils Édouard, qui devait avoir une 20aine d'années et d'autres loyalistes. À l'aube, les forces baroniales lancèrent une attaque surprise contre les fourrageurs royaux, déclenchant la bataille avec férocité. Saisissant l'occasion, Henri ordonna une contre-offensive et Édouard mena une charge de cavalerie tonitruante contre les rebelles, stationnés sur le flanc gauche de la ligne baroniale. Les rebelles s'enfuirent envers le village d'Opham avec Lord Édouard à leur poursuite acharnée et la soif de sang les poussait, laissant le roi affronter l'ennemi seul. Henri, désormais isolé, il ordonna une attaque avec ses divisions du centre et de droite sur la colline d'Opham, où la ligne baroniale attendait avec une détermination farouche. Les hommes d'Henri se battirent vaillamment jusqu'à ce qu'ils soient mis contraints de battre Montfort en retraite. Submergés par les troupes fraîches que de Montfort avait stratégiquement gardées en réserve. Les restes des forces du roi furent repoussés en bas de la colline, où ils menèrent une retraite désespérée en combattant vers la sécurité d'un château et d'un prieuré. Édouard, revenant avec sa cavalerie épuisée, lança une contre-attaque. Cependant, alors qu'il cherchait son père au milieu du chaos, il fut convaincu que les flammes dévorant la ville voisine et la fuite de nombreux partisans royaux signifiaient qu'il était temps d'accepter la nouvelle proposition de négociation de Montfort. Les conséquences de cet affrontement féroce laissèrent le roi Henri réduit à un simple symbole. De Montfort, saisissant l'occasion, élargit la représentation parlementaire pour inclure non seulement la noblesse, mais aussi des représentants de chaque comté d'Angleterre et des villes principales, modifiant à jamais le paysage du gouvernement dans le royaume. Simon de Montfort, le 6e comte de Leicester, était parvenu à une position de pouvoir redoutable au sein du gouvernement du royaume d'Angleterre. Son autorité fut renforcée par une victoire retentissante à la bataille de Loos 1 an plus tôt. À la suite de cette confrontation fatidique, il tenait le roi lui-même, Henri III, ainsi que le prince Édouard et le frère du roi, Richard de Cornouailles, fermement sous sa coupe en tant qu'otages. L'autorité royale d'Angleterre fut réduite à de simples captifs. Pourtant, au fil des saisons, la fortune de Montfort et du régent autoproclamé du pays changea également. Sa sphère d'influence commença bientôt à diminuer, s'érodant rapidement en raison de la perte d'alliés essentiels qui avaient autrefois soutenu sa cause. En février, le cours du destin changea de façon inquiétante lorsque Robert de Ferrers, le comte de Derby, fut arrêté et emprisonné dans les sombres murs de la Tour de Londres. Mais c'est la défection d'un allié encore plus crucial qui porta un coup dévastateur. En mai, Gilbert de Clare, le comte de Gloucester, autrefois fidèle soutien de Montfort, abandonna la cause et prêta allégeance au roi. Cette trahison décisive permit au prince Édouard de s'échapper de la captivité de Montfort. C'est Messitra ou Occitan, ouvrant la voie à une résurgence spectaculaire du pouvoir royal, encouragé par sa liberté retrouvée. Édouard forma une alliance avec Gilbert, le comte de Gloucester, et entreprit de lever une nouvelle armée royaliste, déterminée à restaurer la dignité de la couronne et à affirmer leur place légitime dans le royaume. Cette alliance mènerait finalement à la bataille décisive d'Evesham,
où le jeune prince, connu sous le nom de Lord Edward, prendrait le commandement. S'appuyant sur les leçons durement apprises lors de la défaite à Loos, les royalistes décidèrent de sécuriser les hauteurs, un avantage tactique qui pouvait faire la différence entre la victoire et la ruine. Ils choisirent dans la crête, connue sous le nom de Colline Verte. Pourtant, Édouard positionna stratégiquement ses troupes sur la gauche. À l'aube, une tempête se préparait à l'horizon, reflétant le conflit imminent sur le point d'éclater. Lors de l'affrontement précédent à Loos, les forces baroniales avaient impuisé leurs forces dans un sentiment de destinée presque divine, leur croix blanche servant de symbole à leur cause juste. Cependant, cette fois, les royalistes arboraient une croix rouge, preuve éclatante de leur détermination. Un chroniqueur a noté qu'en voyant l'avancée des troupes royales, de Montfort se moqua en s'exclamant « Ils ne l'ont pas appris par eux-mêmes, mais c'est moi qui le leur ai enseigné », son arrogance l'aveuglant face au changement de loyauté. Les forces opposées étaient estimées à environ 5000 du côté baronial, contre un nombre impressionnant de 10 000 royalistes. Face à des chances aussi défavorables, de Montfort décida de concentrer ses efforts sur le centre du front ennemi, espérant ouvrir une brèche dans leurs rangs. Sa tactique, d'abord prometteuse, flancha rapidement lorsque les royalistes reprirent l'initiative. Avec une détermination farouche, les flancs de l'armée d'Édouard commencèrent à encercler celle de Montfort, coupant toute possibilité de fuite, et scellant ainsi leur destin. Au fur et à mesure que la bataille se déroulait, le paysage devenait une tapisserie de chaos et de carnage. Confronté à une force presque 2 fois supérieure à la sienne, de Montfort se retrouva piégé sur un terrain défavorable, la tournure de la bataille se transformant rapidement en massacre. Les royalistes, animés par la vengeance, laissaient leur colère nourrie par le souvenir de la défaite. Malgré les cris de pitié et les tentatives de reddition, les rebelles baroniaux connurent une fin brutale, leur vise étant éteinte plutôt que de se voir offrir la clémence de la rançon, une rupture brutale avec les traditions chiralviques de l'époque. Ce qui s'est passé sur le champ de bataille résonnerait à travers les âges, tel un épisode d'effusion de sang noble inédit depuis la conquête. Le fils de Montfort, Henri, fut le premier à tomber, rappel sinistre des enjeux. Au cœur de la mêlée, Simon de Montfort lui-même fut désarçonné, combattant vaillamment jusqu'à la toute fin. Son corps ne fut pas épargné. Sa tête, ses mains, ses pieds et ses testicules furent tranchés, un sort brutal digne de l'ancien grand chef qui avait osé défier la couronne. Lorsque la poussière retomba, les restes des forces de Montfort gisaient en un mort sur le champ de bataille, et le poids de ce jour résonnerait à travers les annales de l'histoire, marquant un tournant décisif dans l'épique lutte pour le pouvoir au sein du royaume. La saga de Montfort, une histoire d'ambition, de trahison et de carnage, serait à jamais gravée dans les chroniques de l'Angleterre, rappelant crûment le fragile équilibre du pouvoir et l'implacable cours du destin. Pour les royalistes, Édouard n'émergea pas seulement comme un prince, mais comme un héros et un guerrier, symbole de loyauté et de bravoure dans un royaume qui avait survécu à la tempête de la trahison. Dans les annales de l'histoire, il serait à jamais rappelé comme le champion loyal qui s'est opposé aux vagues de la rébellion, restaurant l'honneur de la couronne et assurant l'avenir du royaume. À cause de cela, Édouard fut nommé sénéchal d'Angleterre et commença à exercer son influence au sein du gouvernement. Après avoir été éloigné de son père 10 ans auparavant, il devint le sauveur de ce dernier. Malgré cela, il fut peu impliqué dans le règlement des négociations qui suivirent les guerres. Son principal objectif était de planifier sa prochaine croisade. Le prince Édouard était devenu un commandant militaire redoutable, prêt à diriger une expédition audacieuse qui deviendrait connue sous le nom de 9e croisade. Le jour fatidique du 24 juin de l'an 1268, lors d'une cérémonie grandiose et solennelle, Édouard a juré sa vie et son honneur à cette noble cause. Les forces d'Édouard étaient composées de valeureux guerriers, comprenant 225 chevaliers,
soutenu par un contingent d'infanterie et d'archers, pour un total de moins de 1000 hommes. Cette troupe de croisés était déterminée à résister à la vague de l'adversité, à une époque où la présence chrétienne en Terre Sainte était fragile. Jérusalem était tombée aux mains des musulmans en l'an 1244, laissant le cœur du royaume de Jérusalem battre désormais dans la ville d'Acre. Les États musulmans, unifiés sous le leadership redoutable du sultan Baïbar d'Égypte et de Syrie, étaient à l'offensive. Le règne du sultan Baïbars annonçait une ère de suprématie mamelouk en Méditerranée orientale, démontrant une puissance militaire qui allait presque anéantir la présence des croisés au Levant. Sous son commandement, les Mamelouks repoussèrent non seulement les menaces des croisés et des Mongols. En l'an 1268, Baïbar s'empara d'Antioche, anéantissant les derniers vestiges de la principauté d'Antioche et consolidant le contrôle mamelouk sur le front nord, ce qui jeta une longue ombre sur le petit comté croisé de Tripoli. Avec le soutien de l'autorité royale et papale, Édouard revêtit le symbole de la croix des croisés en ce jour mémorable, prêt à gagner la gloire. Lorsque le roi Louis IX de France rassembla une grande armée avec l'intention de frapper au cœur de l'Égypte. Le destin en décida autrement, le menant plutôt à Tunis, où il succomba à la maladie en l'an 1270. Édouard et son frère Edmond se préparèrent à rejoindre cette croisade à Tunis, mais leurs plans furent sans cesse retardés pendant les mois d'été. Le roi Henri III d'Angleterre hésita quant à sa participation, choisissant finalement de rester en Angleterre sur les conseils de ses conseillers. Le 20 août de l'an 1270, les croisés embarquèrent enfin depuis Douvres, entamant un voyage plein d'incertitudes et de dangers. Dans un écart frappant aux normes de l'époque, l'épouse bien-aimée d'Édouard, Éléonore de Castille, choisit de l'accompagner, refusant d'être séparée de son mari alors qu'ils s'aventuraient eux dans l'inconnu, leur destin étroitement liés. Ainsi, le cœur enflammé et l'esprit inébranlable, ils prirent la mer, déterminés à reconquérir les terres sacrées et à restaurer l'honneur de la chrétienté au milieu de la tempête qui s'annonçait. Édouard voyagea lentement à travers la France. Il se rendit ensuite en Sardaigne, où il attendit un mois avant de traverser vers Tunis. Le jour fatidique du 18 novembre, Charles de Sicile accorda à Prince Édouard un sauf-conduit, lui permettant de rester sur les rivages baignés de soleil de la Sicile pendant qu'il réfléchissait à la prochaine étape de son voyage épique. Édouard décida de poursuivre vers la Terre Sainte, déterminé à prêter main forte à Bohémond VI, le vaillant prince d'Antioche et comte de Tripoli, dans leur lutte désespérée contre la menace croissante des Mamelouks qui pesaient sur les vestiges du royaume de Jérusalem. Après de nombreuses épreuves et tribulations, Édouard atteignit enfin la ville légendaire d'Acre le 9 mai de l'an 1271, arrivant avec une flotte composée de 8 majestueux navires à voile et de 30 galères agiles. Pourtant, alors qu'il contemplait le paysage, il comprit rapidement que les forces dont il disposait étaient insuffisantes pour affronter les Mamelouks en bataille rangée. Déterminé à ne pas fléchir face à l'adversité, Édouard choisit de lancer une série de raids audacieux. Ses forces s'emparèrent de la ville de Nazareth, déclenchant une campagne d'escarmouches qui allait incendier les champs et les habitations de l'ennemi. Pourtant, malgré leur bravoure, les résultats furent maigres, et la chaleur implacable emporta certains de ces hommes épuisés. Cependant, l'espoir renaquit avec l'arrivée de renforts d'Angleterre et du vaillant Hugues III de Chypre, mené par le jeune frère d'Édouard, Edmond. Décembre 1271 fut marqué par une tempête d'action. Alors qu'Édouard et ses hommes repoussèrent héroïquement une attaque féroce sur Acre, lancée par le redoutable Baïbars. Bien que Baïbars ait finalement abandonné son siège de Tripoli, les raisons de sa retraite restèrent enveloppées de mystères, rappelant l'imprévisibilité des aléas de la guerre.
Édouard tenta de former une alliance franco-mongole en envoyant un émissaire au souverain mongol de Perse. Son plan porta ses fruits, déclenchant une attaque redoutable lorsque 10 000 cavaliers lancèrent un raid sur Alep, dévastant les terres environnantes. Pourtant, tels une ombre fugace, les Mongols ne s'attardèrent pas dans cette terre promise. Lorsque le chef mamelouk Baïbars lança une contre-offensive, les Mongols s'étaient déjà repliés au-delà du puissant Euphrate, chargés de leur butin de guerre. Durant cet intervalle tendu, Baïbars devint de plus en plus méfiant face à une possible attaque combinée terrestre et maritime contre l'Égypte, une manœuvre qui menaçait de le déloger de son pouvoir chèrement acquis. Conscient du péril qui se profilait à l'horizon, il décida de renforcer sa position en construisant une flotte redoutable. Une fois ses vassaux navals achevés, Baïbars porta son attention sur une stratégie rusée. Au lieu d'affronter directement l'armée croisée, il projeta de débarquer sur les côtes de Chypre en l'an 1271. Son objectif était d'attirer Hugues III de Chypre, le roi nominal de Jérusalem, ainsi que sa flotte loin de Saint-Jean d'Acre, isolant ainsi Édouard et le reste des croisés en Terre Sainte. Sous le couvert de la tromperie, Baïbars a déguisé 17 galères de guerre en humbles navires chrétiens, lançant une attaque surprise sur Limassol, qui est une ville de Chypre. Cependant, lors de l'engagement naval tumultueux qui s'ensuivit, la flotte mamelouk rencontra sa perte et fut contrainte de battre en retraite, ses ambitions étant contrariées par les caprices du destin. À la suite de ce coup de chance, le prince Édouard reconnut la nécessité de forger un front uni pour reprendre Jérusalem des griffes des Mamelouks. Comprenant que les conflits internes au sein du royaume chrétien pouvaient mener à la catastrophe, il se porta médiateur entre Hugues III et les chevaliers hésitants de la famille Iberlin de Chypre qui observaient la situation avec méfiance. Pendant ce temps, Édouard et Hugues menèrent de délicates négociations avec Babar, élaborant une trêve qui durerait 10 ans, 10 mois et 10 jours. Cet accord historique fut conclu en mai de l'an 1272, presque immédiatement après la signature du traité. Edmond, le frère fidèle d'Édouard, partit en Angleterre, laissant Édouard pour voir si la paix tiendrait. Le mois suivant, une ombre de trahison s'abattit sur Édouard, annoncée par une audacieuse tentative d'assassinat. Par une nuit fatidique de juin de l'an 1272, sous les remparts légendaires d'Acre, le prince anglais Édouard et sa chère épouse Éléonore dormendent. Leur sommeil paisible fut brusquement troublé par l'arrivée d'un espion, un homme qui avait autrefois été musulman, mais qui s'était converti au christianisme et servait Édouard depuis son arrivée en Terre Sainte. Édouard, tiré de ses rêves, sortit de leur chambre vêtu seulement de ses sous-vêtements, le cœur battant à la fois de curiosité et de prudence, alors qu'il ordonnait à l'espion de se présenter. Ce qui se produisit ensuite, tel que rapporté par le vénérable Templier de Tyr, fut un affrontement éprouvant qui résonnerait à travers les annales de l'histoire. Le Sarrazin le poignarda à la hanche, lui causant une blessure profonde et dangereuse. Alors Lord Édouard se sentit frappé, et il asséna au Sarrazin un coup de poing sur la tempe qui le jeta à terre sans connaissance pendant un instant. Puis Lord Édouard saisit un poignard sur la table qui se trouvait dans sa chambre, et il poignarda le Sarrazin à la tête et le tua. Pourtant, alors même que les échos de la violence s'estompaient, le danger demeurait, car la dague de l'assassin avait été enduite d'un poison mortel. Les officiels et les guérisseurs se précipitèrent auprès du prince, le cœur battant d'urgence. Ce qui suivit est un récit tissé de fils variés, selon le chroniqueur. Un récit parle d'Aliénor, dont l'amour et le courage brillèrent dans l'obscurité, alors qu'elle suça héroïquement le poison de la blessure d'Édouard, risquant sa propre vie pour la sienne. Une autre version raconte l'arrivée d'un chirurgien anglais qui, avec une détermination sombre, commença à soigner la chair infectée autour de la blessure.
Des murmures de complot flottèrent dans l'air et des spéculations surgirent quant à l'instigateur de cette tentative d'assassinat audacieuse. Certains désignaient le sultan, tandis que d'autres murmuraient le nom de l'énigmatique chef ismaélien, connu sous le nom du vieil homme de la montagne, une figure empreinte de légende et de mystère. Cependant, la véritable menace qui pesait sur l'État mamelouk ne venait pas des croisés, mais plutôt de l'avancée implacable des Mongols. L'alliance d'Édouard avec les Mongols a peut-être provoqué le sultan, le poussant à envoyer des assassins contre le prince. Autrement, le vieux de la montagne aurait pu envoyer l'un de ses fidèles partisans pour éliminer Édouard, irrité par les perturbations causées par le prince dans la région. Les véritables motivations des assassins restent enveloppées dans la brume du temps, perdant pour l'histoire. Mais l'attentat contre la vie d'Édouard et les effets persistants du poison l'ont laissé affaibli et vulnérable, le poussant finalement à abandonner sa campagne, ses rêves de gloire assombris par le spectre de la trahison. Ce n'était que le 24 septembre de l'an 1272 que le prince Édouard quitta la ville légendaire d'Acre, dernier bastion de la terre sainte des croisés. Son voyage le mena jusqu'au rivage de la Sicile, où l'air vibrant de la Méditerranée était chargé du poids du destin. C'est là, au milieu de la vie animée de l'île, qu'Édouard reçut la nouvelle bouleversante de la mort de son père, le 16 novembre. Le chagrin le frappa comme la foudre, un chagrin qui transperça l'armure d'un guerrier aguerri. Pourtant, au lieu de se précipiter vers son royaume en deuil, Édouard choisit d'entreprendre un voyage délibéré et mesuré vers le nord, le cœur lourd de chagrin, mais sa détermination tempérée par les restes du poison circulant dans son corps. Son voyage ne fut pas marqué par la précipitation. Au lieu de cela, il traversa les paysages d'Italie, réfléchissant à l'héritage de son père et aux responsabilités qui l'attendaient désormais. Ce n'est que le 2 août 1274, près de 2 ans après, qu'Édouard posa enfin le pied en Angleterre. Le prince de 35 ans, désormais un roi aguerri par les batailles, portait la marque à la fois du conflit et de la maturité. Le 19 août, il monta sur le trône lors d'une cérémonie de couronnement solennel à l'abbaye de Westminster, accompagné de sa dévouée reine, Éléonore. Pourtant, alors que la couronne d'or était posée sur sa tête, Édouard, animé d'un profond sentiment de devoir, la retira aussitôt, proclamant devant l'Assemblée qu'il ne la remettrait pas tant qu'il n'aurait pas reconquis toutes les terres de la couronne cédée durant le règne de son père. Dans le tumulte qui suivit la guerre des barons, Llywelyn ap Gruffudd se retrouva dans une position davantage précaire, savourant la gloire de son titre de prince de Galles. Le prince de Galles refusa de prêter hommage au nouveau roi d'Angleterre, Édouard. Il invoqua les hostilités persistantes et qu'Édouard abritait ses ennemis. Cette défiance culmina en novembre de l'an 1276, lorsque Édouard, poussé par le désir d'affirmer son autorité, déclara la guerre au prince gallois. Le soutien envers le prince, cependant, s'avéra décroissant parmi ses propres compatriotes, présageant les luttes à venir. En juillet de l'an 1277, Édouard lança une invasion redoutable, commandant une vaste armée de 15 000 hommes, dont 9 000 Gallois contraints de servir sous sa bannière. La campagne ne se déroula pas en grande bataille décisive, mais plutôt par une série de manœuvres calculées qui laissèrent Llywelyn sans autre choix que de se rendre, reconnaissant la futilité d'une résistance supplémentaire. Le conflit entre Édouard et les Gallois allait de bientôt reprendre, cette fois animé par des courants plus profonds d'identité nationale et le désir farouche de préserver la loi galloise traditionnelle. En l'an 1282, le conflit se transforma en une lutte pour l'âme même du pays de Galles, déclenchée par des abus au sein du système juridique anglais qui cherchait à déposséder les grands propriétaires gallois, dont beaucoup s'étaient autrefois opposés au règne d'Édouard. Pour les Gallois, c'était une lutte pour survivre. Pour Édouard, cela se transforma en une guerre de conquête.
Le destin tragique du prince de Galles a culminé lors de la bataille fatidique du pont d'Alwyn, où il est tombé, sa vie s'éteignant dans le chaos du conflit. Sa tête tranchée fut exhibée dans les rues de Londres comme un sinistre trophée. Avec la résistance organisée à la domination anglaise brisée, Édouard tourna son attention vers la transformation même du paysage gallois, érigeant de formidables forteresses qui serviraient de nouveaux centres d'administration civile et judiciaire. Cette renaissance architecturale annonça l'introduction de meurtrières dans les murs des châteaux à travers l'Europe, s'inspirant d'influences orientales et marquant une évolution significative dans l'architecture militaire. À la fin des années 1280, la relation entre l'Angleterre et l'Écosse se trouvait à un carrefour remarquable de relative harmonie. Contrairement aux conflits amers qui caractérisaient l'ensemble les affrontements gallois, la question de l'hommage était une affaire beaucoup plus amicale. En l'an 1278, le roi Alexandre III d'Écosse rendit hommage à Édouard, mais ce geste ne concernait que les terres qu'il possédait en Angleterre. Alexandre ne reconnut pas Édouard comme suzerain de l'Écosse, ce qui favorisa une relation cordiale entre les deux couronnes. Cette apparence de tranquillité fut brisée par la mort prématurée d'Alexandre en l'an 1286. Sa disparition laissa le trône écossais en péril, car il légua la couronne à sa seule descendante survivante, sa petite fille de 3 ans, Marguerite. Au moment où elle quitta la Norvège pour l'Écosse à l'automne de l'an 1290, Marguerite était devenue une fillette vive de 7 ans. Pourtant, le destin lui réserva un sort cruel. Elle tomba gravement malade pendant son voyage et succomba tragiquement à sa maladie dans les Orcades, laissant l'Écosse sans héritier évident et plongeant la nation dans une tempête d'incertitude connue sous le nom de la Grande Cause. Au milieu de ce contexte chaotique, pas moins de 14 prétendants émergèrent, chacun convoitant le trône vacant. Cependant, les prétendants les plus redoutables étaient Jean Balliol et Robert de Bruce, le 5e seigneur d'Annandale. Dans leur désespoir de trouver une solution, les magnates écossais se tournèrent vers Édouard, le suppliant de superviser les procédures et de rendre la justice. Pourtant, Édouard, toujours le souverain avisé, insista pour être reconnu comme suzerain de l'Écosse, une exigence accueillie avec réticence et défi par les Écossais. Ils répliquèrent qu'en l'absence d'un roi, personne n'avait l'autorité d'imposer de telles conditions. L'impasse fut finalement contournée lorsque les prétendants acceptèrent de remettre le royaume à Édouard, en attendant l'apparition d'un héritier légitime. Après une audience longue et houleuse, une décision fut rendue en faveur de Jean Balliol le 17 novembre de l'an 1292. Pourtant, même lorsque Balliol monta sur le trône, l'œil et la poigne d'Édouard sur l'Écosse se resserrèrent. Il convoqua Balliol à comparaître devant le Parlement anglais, exigeant une assistance militaire contre la France. Cet excès de pouvoir s'avéra inacceptable pour les Écossais, qui, dans un acte audacieux de résistance, forgèrent une alliance avec la France et lancèrent une attaque malheureuse contre Carlisle, déterminés à ne pas se battre pour un roi anglais. En l'an 1296, la patience d'Édouard s'épuisa, culminant avec le sac impitoyable de Berwick. La ville tomba sous son siège, ses habitants impuissants face à l'assaut. Dans une démonstration glaçante de rage tyrannique, Édouard déclencha un massacre qui entrait les annales de l'histoire. Pendant 2 longs jours, les rues furent baignées du sang de 7500 âmes, hommes, femmes et enfants, tous impitoyablement massacrés dans une démonstration brutale de pouvoir, au point que les moulins pouvaient tourner grâce au flot de leur sang. Après le massacre atroce, Édouard chercha à écraser toute résistance écossaise persistante. La bataille de Dunbar suivit bientôt, où les derniers vestiges de la défiance écossaise furent effectivement anéantis. Édouard, dans sa quête implacable de domination, s'empara de la légendaire pierre du destin, une relique ancienne vénérée comme la pierre de couronnement des premiers rois d'Écosse. Cet artefact précieux, imprégné de légende et de fierté,
fut transporté à Westminster et placé dans ce qui allait devenir le fauteuil du roi Édouard. Ayant désormais le trône fermement entre ses mains, Édouard déposa Balliol, l'emprisonnant à la Tour de Londres tout en installant des fonctionnaires anglais pour gouverner les terres conquises. La campagne avait rencontré un succès considérable, et Édouard s'imposa comme un monarque redoutable, ayant soumis à la fois le pays de Galles et l'Écosse sous son règne. Son pouvoir résonna à travers les âges, suscitant des comparaisons avec l'ancien roi anglo-saxon Æthelstan, car tous deux avaient déplié l'île de Bretagne à leur volonté indomptable. Pourtant, même au cœur de ce triomphe, les braises de la résistance couvèrent dans le cœur des Écossais, annonçant les luttes acharnées qui les attendaient dans leur quête inlassable de souveraineté. Édouard d'Angleterre croyait avoir fermement saisi les rênes du destin de l'Écosse lorsqu'il quitta le pays en l'an 1296. Pourtant, la résistance émergea rapidement sous la direction d'André de Moray et Guillaume Wallace. En ce jour fatidique du 11 septembre de l'an 1297, une force anglaise vaste et redoutable se retrouva prise au piège dans une tempête de vaillance écossaise. En infériorité numérique, Guillaume Wallace et André Moray menèrent leur Earmdo à une victoire éclatante à la bataille du pont de Stirling. À la suite de ce soulèvement écossais, Édouard revint de Flandre, l'esprit enflammé de fureur et déterminé à écraser les rebelles une bonne fois pour toutes. Les Écossais mettaient son sens roi, rassemblés autour de la figure de Guillaume Wallace, qui était devenu le symbole de leur aspiration à la liberté et à la justice. Cependant, même ce titan de la liberté allait se retrouver face au redoutable Édouard Longuejambes, un homme dont le simple nom inspirait la peur et dont la stature et le caractère dépassaient l'entendement. Ce serait un affrontement de légende, une confrontation entre titans dont les destins étaient liés par les fils du conflit. Par une journée d'été torride, le 22 juillet de l'an 1298, Édouard déchaîna sa colère contre les forces de Wallace lors de la bataille de Falkirk, où le rêve écossais d'indépendance fut brisé sous le poids de l'acier anglais. La campagne implacable d'Édouard se poursuivit. En l'an 1300, il s'enfonça plus loin au cœur de l'Écosse, mais les Écossais, incarnant l'esprit de défi, choisirent d'éviter la bataille rangée, préférant des tactiques de guérilla qui harcelaient à noirler les forces anglaises, frappant comme des ombres dans la nuit. En l'an 1303, les courants des alliances politiques changèrent radicalement avec la signature d'un traité de paix entre l'Angleterre et la France, démantelant ainsi l'alliance franco-écossaise. Robert le Bruce, un homme de noble lignée et prétendant à la couronne écossaise, s'était, durant l'hiver 1301 et 1302, allié aux Anglais, mais cette alliance ne durerait pas. En l'an 1304, alors que la plupart de la noblesse écossaise prêtait allégeance à Édouard, les Anglais réussirent à reprendre la forteresse stratégique du château de Stirling. Un coup dur pour la fierté écossaise survint en l'an 1305, lorsque Wallace, le champion vénéré de l'indépendance, fut trahi par l'un de ses hommes. Capturé et transporté à Londres, il fit face à un sombre destin lors d'une exécution publique qui servit de spectacle aux Anglais, renforçant ainsi leur domination sur le pays. Avec l'Écosse désormais effectivement sans chef et sous le joug du contrôle anglais, Édouard prit des mesures décisives pour consolider son règne, nommant des Anglais et des Écossais prêts à collaborer pour gouverner le royaume. Mais les caprices du destin sont toujours imprévisibles, et le 10 février de l'an 1306, une étincelle raviva les braises de la rébellion lorsque Robert le Bruce, dans un acte de détermination farouche, abattit son rival John Comyn. Quelques semaines plus tard, le 25 mars, il ceignit la couronne d'Écosse, déclenchant une nouvelle campagne pour l'indépendance qui prendrait les Anglais au dépourvu. À l'âge de 67 ans, Édouard, frêle et las du poids des années, envoya ses barons pour réprimer la nouvelle révolte. Lors de la bataille suivante, les Écossais subirent un coup écrasant, forçant Bruce à se réfugier dans l'ombre, son esprit restant intact mais meurtri.
Dans un élan de cruauté sans précédent, Édouard déchaîna sa colère sur la famille et les partisans de Bruce. Sa sœur Marie a langui dans une cage pendant 4 années atroces, tandis qu'Isabelle Macduff, la femme qui avait couronné Bruce, a subi le même sort. Le sort du jeune frère de Bruce fut particulièrement sombre. Capturé après avoir héroïquement défendu sa garnison, il a subi le terrible châtiment d'être pendu, éventré et écartelé. Pour Édouard, le conflit s'est transformé d'une lutte noble entre nations en une répression brutale de la trahison. Une rébellion de sujets déloyaux qu'il fallait écraser à tout prix. Cependant, cette brutalité même, au lieu d'éteindre les flammes de la résistance, a attisé une ferveur parmi le peuple écossais, rassemblant le soutien derrière Robert le Bruce en tant que leur véritable chef dans la lutte pour la liberté. Ainsi, la lutte se poursuivit, résonnant à travers les annales de l'histoire, une saga de courage, de trahison et de quête inébranlable d'indépendance. En apprenant la détermination de Robert le Bruce à reprendre la souveraineté de l'Écosse, Édouard, le roi d'Angleterre, se hâta vers le nord, son esprit enflammé par l'ambition de réprimer une fois de plus la vague de rébellion. Pourtant, le destin toujours capricieux lui réserva un sort cruel. Alors que le monarque de 68 ans traversait le paysage accidenté en direction de la frontière écossaise, il fut frappé par une affection débilitante, la dysenterie. Son état se détériora rapidement, transformant sa présence autrefois imposante en celle d'un vieil homme fragile. Le 7 juillet de l'an 1307, Édouard rendit son dernier souffle. Des ombres de l'histoire, diverses histoires ont émergé concernant les dernières volontés du roi. Selon une tradition, il exprima le désir que son cœur soit transporté en Terre Sainte, accompagné d'une armée destinée à affronter les infidèles et à reprendre les terres sacrées pour la chrétienté. Une autre, peut-être plus douteuse, évoquait son souhait que ses propres os soient apportés lors des futures campagnes contre les Écossais. Une présence spectrale guidant ses forces dans la mort comme il l'avait fait de son vivant. Tout au long de son règne, Édouard était connu pour sa nature. Un homme au tempérament farouche capable d'inspirer à la fois l'admiration et la crainte dans le cœur de ses sujets. Un récit poignant raconte comment le doyen de Saint-Paul enhardi par la question de la fiscalité en l'an 1295. S'effondra et mourut en entrant en présence du roi, succombant à la seule force de la stature imposante et de l'intensité d'Édouard. Dans sa jeunesse, les contemporains d'Édouard le considéraient comme une figure d'une redoutable puissance, semblable à un léopard, symbole de force et d'imprévisibilité. Pourtant, sous cette apparence farouche se cachait un côté plus tendre. Édouard était dévoué à sa grande famille, couvrant ses filles de somptueux cadeaux et d'affection chaque fois qu'elles honoraient la cour royale de leur présence. Malgré la dureté qui caractérisait son règne, Édouard suscitait le respect et la crainte parmi ses sujets anglais, même s'il n'était peut-être pas aimé dans le cœur du peuple. Il imposait un respect unique, comme en témoigne l'absence de rébellion armée durant son règne. L'héritage de son père avait laissé le royaume vulnérable, mais Édouard, roi soldat dans tous les sens du terme, a reconstruit la puissance militaire de l'Angleterre avec la ténacité d'un guerrier, reflétant la personnalité même qui le définissait. L'héritage d'Édouard s'est perpétué à travers ses enfants. De sa première épouse, Éléonore, il a eu au moins 14 enfants, peut-être même 16. Parmi eux, 5 filles ont atteint l'âge adulte, mais un seul fils, Édouard II, a survécu pour porter le manteau royal après la mort de son père. Avec Marguerite de France, Édouard a eu 2 fils qui ont atteint l'âge adulte. La vie légendaire d'Édouard, un roi aux héritages contrastés, s'est achevée en tant que monarque glorieux, à jamais rappelé à la fois comme un tyran et comme un sauveur de l'Angleterre. Son histoire perdure, une saga gravée dans les annales de l'histoire, incarnant l'entrelacement complexe du pouvoir, de l'ambition et de la poursuite inébranlable du destin d'un royaume. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément.
Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.